Bien. Alors, nous commençons avec un peu de retard, excusez-nous. C'est raisonnable, bon, et quand même. Nous commençons cette conférence débat, donc, qui est celle de Georges Corme, qui nous fait le grand honneur d'intervenir sur un thème que vous avez dont vous avez pris connaissance déjà, crise des sociétés arabes, approche historique. Le débat sera présenté, Georges Corme sera présenté par Christiane Vauvy, qui est spécialiste des sociétés méditerranéennes et de l'histoire des femmes. Voilà, sans plus de préambule, je vous cède la parole. Ça va ? Alors, Madame Huillier m'a demandé de présenter Georges Corme, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Je la remercie de sa confiance, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi. Mais comment présenter cette œuvre immense, passionnante, très liée au parcours intellectuel et politique de l'auteur, au total une œuvre atypique par rapport à la production qui est reconnue académiquement. J'avoue que j'en suis très intimidée, mais je suis encouragée par le fait que Georges Corme n'étale pas son érudition, qui est grande, pour être le premier de la classe. Il n'additionne pas les connaissances aux connaissances, il exprime des problèmes fondamentaux, négligés ou occultés par les cultures dominantes, des questions vitales pour les humains que nous sommes, dont nous n'avons pas toujours conscience. À ces questions, il répond par des chemins inexplorés. Il affronte leur complexité et respecte leur signification dans le monde contemporain. Alors, je donnerai 3 exemples à partir de ces livres qui sont beaucoup plus nombreux. Le premier exemple, c'est la fracture Orient-Occident, dont il a reconstruit la généalogie et qu'il qualifie d'imaginaire. C'est-à-dire que le livre s'appelle Orient-Occident, la fracture imaginaire, paru en 2002, je crois, à la Découverte, et l'édition de poche a suivi en 2005. Et donc, Georges Corme part non seulement des documents et publications disponibles, mais aussi de ses origines libanaises et de son adolescence dans le monde arabe. Il s'en explique dans le long entretien que j'ai eu avec lui en 2014, dont le texte est disponible sur le site web de la Maison des Sciences de l'Homme, dans la rubrique Working Papers. Et le nôtre s'intitule Proche-Orient et conscience historique. Donc, dans ce livre, ou dans l'entretien plus exactement, Georges Corme nous dit que cette fracture, je le cite, c'est plutôt la ligne qui sépare l'Europe, la rive nord, du Levant, la rive sud. À l'origine, c'est la ligne de déchirure entre l'Empire romain d'Occident et celui d'Orient, confirmée par la rupture entre l'Église de Rome et celle de Byzance. Les conquêtes arabes au 8e siècle, puis celles des Turcs ottomans à partir du 14e, ont consolidé ces frontières. Fin de citation. Alors je crois qu'actuellement, la ligne de fracture, à nouveau, revient le long de cette ligne. Je crois que Georges Corme pourra en parler plus en détail.
Donc cet ouvrage a été traduit en italien et en arabe, comme tous les livres de George Corn. Franco Cardini, historien médiéviste, qualifie ce livre, je le cite, de chef-d'œuvre d'un sage levantin aux idées cristallines. Bon, cette expression qui fait un petit peu exceptionnelle, à mon avis, donne un point de vue que je partage, très bien exprimé, et ce point de vue invite à lire George Corn et à entrer dans la dynamique de son écriture. Car c'est une écriture, à mon avis, dynamique, dans laquelle on ne s'ennuie pas et qu'on suit facilement. Alors, le deuxième exemple, c'est à partir de son dernier livre, qui s'intitule « Pensée et politique dans le monde arabe, 19e, 20e siècle ». Alors, George Corn a osé aborder là un grand thème jamais traité. Il a présenté ce livre à l'Institut du monde arabe au mois de mai en disant « J'ai dû me jeter à l'eau, c'est une entreprise compliquée ». Et il a lancé la question « Pourquoi les Arabes pensent-ils » Question inhabituelle et même surprenante parce que, je le cite, « La culture arabe, c'est d'abord une culture poétique, une culture de la musique ». Et j'ajoute, pour l'avoir lu ailleurs, que c'est aussi une culture philosophique. On ne sait pas assez, en France, que le ton de la philosophie des Lumières a été donné dès le XIVe siècle par Ibn Khaldoun, un sommet de la culture arabe. C'est aussi ce qui ressort du livre de George Corn. Vous n'entendez pas? Non, c'est avant. Avant 14. Bon, on verra. Donc, ce que j'en retire pour le moment, c'est que pensée et domination ne sont pas indissociables. Mais quand on voit le fonctionnement de l'université française, on pourrait parfois avoir des doutes. Alors, je vais poursuivre en citant l'historien Franco Cardini, qui écrit dans sa préface à la traduction italienne justement de Orient-Occident, la fracture imaginaire, George Corn est quelqu'un qui fait l'histoire, non seulement dans le sens qu'il l'étudie et écrit à son propos, mais aussi dans le sens qu'il n'en est pas un auteur passif ou secondaire. Et Cardini évoque les responsabilités, quelques-unes des responsabilités qu'a tenues George Corn, conseiller financier de la Banque mondiale et de différents organismes de l'ONU, ministre des Finances au Liban et promoteur d'une vaste réforme financière. Pour ma part, j'ajouterai que George Corn fait l'histoire par d'autres chemins. Il parcourt la France où il a fait ses études supérieures. La France et d'autres pays, je pense. Plus tard, il a vécu à Paris pendant une période de sa vie et depuis pas mal d'années, il rencontre en France des groupes divers qui l'invitent. À titre d'exemple, les étudiants qui apprennent l'arabe à l'École normale supérieure à Paris, des associations de philosophes, des conseils municipaux, des groupes du mouvement de la paix, des associations de soutien au peuple palestinien. Certaines de ces associations pratiquent des échanges avec des paysans et des ouvriers palestiniens. Et des membres de ces associations lisent George Corn. Et je dois dire que c'est par cette voie que je l'ai connu à l'époque où il écrivait dans le monde diplomatique. Et un peu plus tard, j'ai lu Le Proche-Orient éclaté, qui est un livre réédité à de nombreuses reprises, première édition 1982-83, et la dernière édition est de 2012, donc après le printemps arabe, avec une postface inédite de l'auteur. Et pour conclure, je voudrais évoquer un livre paru en 2009,
intitulé « L'Europe et le mythe de l'Occident, la construction d'une histoire », qui est le 3e volume d'une trilogie dont le premier volume est justement La fracture imaginaire et le second s'intitule La question religieuse au XXIe siècle. L'Europe et le mythe de l'Occident développent une analyse très profonde à rebours des clichés de l'histoire officielle qui est déconstruite dans le prolongement du livre toujours de Corme intitulé « L'Europe et l'Orient, de la balkanisation à la libanisation, histoire d'une modernité inaccomplie », qui est paru en 1989. Et je dois dire que c'est ce livre, le premier, qui m'a permis de comprendre que ce qu'on appelle couramment la question d'Orient, juste après la Première Guerre mondiale, a été la question de l'Occident en quête de pouvoir dans la fragmentation de l'Empire ottoman à son profit au lendemain donc, de cette guerre. Et par là, Georges Corme comble le vide historique sur lequel reposent la plupart des analyses académiques et médiatiques. Pratiquement et politiquement, il nous invite à ce qu'il nomme le mouvement ou l'effort d'autoconscience qui libère de la catégorie dans laquelle nous sommes enfermés, non seulement par ces analyses que j'appellerais moi-même codées, mais aussi par les mots de tous les jours. La tâche d'autocritique, là je le cite, qui passe par l'autoconscience, devient de plus en plus urgente si nous voulons contribuer à voir émerger un jour un monde meilleur. Merci. Voilà, merci chère Christiane, merci à l'Association des historiens critiques de cette invitation sympathique, merci d'être venus nombreux écouter ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée et qui a malheureusement éclaboussé et endeuillé la France à 2 reprises cette année. Nous vivons dans le deuil permanent, on pourrait presque dire depuis 2 siècles, et notamment depuis l'invasion de l'Irak, bien sûr, en 2003. Ça n'est pas facile en 1 heure, sans ennuyer un public, d'expliquer combien la désinformation est permanente et elle est totale sur ces questions du Moyen-Orient. On peut rappeler ici comment le général de Gaulle, d'ailleurs, avait dit « vers l'Orient compliqué, j'allais avec des idées simples ». Et nous sommes en face, en tout cas en ce moment, d'un monde médiatique, mais aussi académique et politique, dans lequel l'humanité est divisée en 2, notamment sur le plan politique. Il y a des bons, il y a des méchants. Entre les deux, il n'y a pas de nuance. Alors, je donnais souvent l'exemple de la guerre de Yougoslavie. Les Serbes, c'était les méchants. Et puis les autres composantes de la société yougoslave, qui était une magnifique société multiconfessionnelle, étaient les bons. Dans la guerre du Liban, nous avons eu 15 ans de guerre, aussi, enfin, on choisissait des bons, des méchants, des chrétiens, des musulmans. Il y avait les bons massacres, ceux qui étaient justifiés, sur lesquels on passait par en boucle des images, et puis il y a les massacres qu'il faut absolument dénoncer. Dans le cas syrien, c'est très évident aussi. Rappelez-vous un peu avant, d'ailleurs, le cas de l'Irak, Saddam Hussein, la démonisation de Saddam Hussein destinée à légitimer la destruction complète de ce pays, qui aujourd'hui, évidemment, a produit le monstre Daesh. Et ainsi de suite. Les droits d'intervention humanitaire avec des armées qu'on déploie, chasser des dictateurs en détruisant complètement les sociétés qu'ils dominent. Moi, parfois, je suis dépassé en me disant, enfin, qu'est-ce qui se passe, notamment au pays de Descartes. Alors, il m'est arrivé d'entendre dire, mais Georges, tu nous embêtes, tu es trop rationnel.
Oui. Et on a même vu des thèses pseudo-philosophiques disant que la rationalité conduisait au totalitarisme. Ça, on l'a beaucoup écouté. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur nos affaires arabes, si vous remarquez, les seuls régimes qui soient constamment visés, ce sont des régimes à forme républicaine, avec de vilains dictateurs, bien sûr, qui ont tendance à s'auto-perpétuer aussi. Mais les monarchies, ils peuvent appliquer les versions les plus ahurissantes du Coran, de la charia islamique. Elles ne sont jamais mises en cause, mais pas une seule fois, pas une seule fois. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors souvent quand j'avais des amis français ou américains, on est très excités sur la Syrie, je leur dis, mais écoutez, si votre intervention est humanitaire, sauver le peuple syrien d'un affreux dictateur, faire passer à la démocratie la Syrie, etc., mais à ce moment-là, il faudrait raser l'Arabie saoudite, complètement. Je ne comprends pas ce deux poids, deux mesures. Et là, les gens n'ont pas de réponse. Et chaque fois, moi j'essaye toujours de dire, écoutez, bon, je trouve excessif qu'on veuille imposer les droits de l'homme avec des bombardements ou en envoyant des guerriers qui se réclament évidemment bien à tort de l'islam. Je ne pense pas que c'est comme ça que la cause de la démocratie va avancer dans le monde. Mais être tellement sélectif dans l'idéologie des droits de l'homme est un scandale dont il faut sortir. On ne peut pas se déchaîner sur tel chef d'État et puis se taire sur un pays où la moitié de la population, qui sont les femmes, n'ont pratiquement pas de droits, ne peuvent même pas conduire une voiture. Et où vous avez une police religieuse qui est l'équivalent d'une milice qui contrôle tout le monde. Et là, c'est le silence total, c'est le silence absolu. Et là, je pense que la démocratie elle-même, elle file du mauvais coton. Je ne sais pas, quand on voit la crise sociale qui se développe, je prends le pays que je connais le mieux en Europe, la France, est-ce que les citoyens ont été là pour demander, mais enfin, combien ont coûté les bombardements français sur la Libye, qui ont mis la Libye par terre d'ailleurs? Ce sont vos impôts, après tout, qui sont en cause. Là aussi, aujourd'hui, avec le drame terrible qui s'est passé, au lieu que nous ayons une remise en cause de ce qu'a pu être la politique française sur le dossier syrien, on a une réplique des discours de George Bush Jr. quand il parlait de l'Irak et qu'il justifiait l'invasion de l'Irak, en disant, il y a des armes de destruction massive, on ne les a jamais trouvées, et deux, disait-il, il avait une seconde cause, oui, et deux, il y avait du terrorisme en Irak, ce qui était totalement faux. Avec ces deux raisons, il est parti, et on voit ce qu'est l'Irak aujourd'hui. L'invasion de l'Irak, c'est quand même une très grande cause de la déstabilisation généralisée du Moyen-Orient. Tout à l'heure, si j'ai le temps, mais j'y reviendrai, mais je voudrais signaler aussi un phénomène très curieux qui s'est produit à la fin des années 70, alors que la Palestine était entièrement occupée par les Israéliens, au-delà des frontières légalisées par l'ONU de 1948. Le recrutement et l'entraînement de dizaines de milliers de jeunes arabes ou de musulmans d'autres nationalités pour aller se battre en Palestine, non, pour aller se battre en Afghanistan contre l'armée soviétique. Les Américains, traumatisés par leur défaite au Vietnam, ont recruté des mercenaires qui ont été levés en Arabie Saoudite et au Pakistan principalement. Et c'est de là qu'est né le fameux groupe Al-Qaïda et Oussama Ben Laden, milliardaire saoudien. Parce que ça aussi, c'est un événement fondateur d'un certain islam politique qui a facilement dégénéré dans des actes terroristes. Et à l'époque, personne n'a remis en cause cette politique. Moi, j'entendais, je ne vais pas citer de nom, des professeurs d'université qui disaient
les moujahidines afghans, c'est des combattants de la liberté. Et je leur disais, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous faites de la propagande, c'est tout. Donc, événement fondateur à cette époque, ensuite l'invasion de l'Irak. Entre les deux, vous avez aussi la révolution iranienne. Et je m'excuse, ce n'était pas une révolution religieuse. Les dizaines de millions d'Iraniens, d'hommes et de femmes, qui ont manifesté dans les rues de Téhéran et d'autres villes, ce n'était pas pour être voilés par M. Khomeini, par l'imam Khomeini. C'est une révolution confisquée par une partie des religieux iraniens. Et c'est pas par hasard que aussi l'imam Khomeini a été installé à Neuf-le-Château. On lui a donné tous les microphones du monde entier et on en a fait un héros. Et puis on l'a ramené en Iran comme un chef d'État à une époque où le gouvernement du Shah d'Iran était encore le gouvernement légal et reconnu de l'ensemble des grands États. Donc on a eu une action qui s'est appelée, qui a été théorisée aux États-Unis et très amplifiée par la France, qui apparemment, je ne sais pas pourquoi, la France fait toujours de la surenchère sur les États-Unis, ça m'afflige un peu, bon. Qu'il fallait, pour écarter le danger communiste, il fallait réislamiser les sociétés arabes. Et aujourd'hui, dans les débats, nous sommes face à deux factions. Si je prends l'opinion française, une qui est islamophobe, qui est détestable, mais il y a une autre qui est islamophile, dans le sens que le wahhabisme, ça va très bien. Il n'y a pas de problème, d'autant que l'Arabie Saoudite, c'est l'allié de la France et des États de l'OTAN. Parce qu'au fond, l'Occident, aujourd'hui, ce terme que je déteste employer, l'Occident, c'est l'OTAN. Où se manifeste l'Occident, sinon par cette alliance militaire? Où est l'unité de l'Occident? J'ai toujours dit, mais enfin, c'est quoi l'Occident? L'Amérique latine, c'est l'Occident? Le Japon, c'est l'Occident? La Turquie, qui est membre de l'OTAN, c'est l'Occident? C'est quoi cet Occident dont on rabâche les oreilles matin, midi et soir? Nos valeurs occidentales, c'est quoi ça? Et c'est quoi cette unité occidentale? Si je prends la seule Europe, enfin, la seule Europe, c'était des civilisations différentes. C'était civilisation allemande, civilisation slave, civilisation latine, civilisation scandinave. C'est quoi cette idée? Nous, de tout le temps, nous, les Européens, nous avons été des superman extraordinaires, le centre du monde, avec nos valeurs démocratiques. On est dans des espèces de caricatures et qui sont insupportables pour l'esprit humain. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe actuellement est le résultat de tout un nombre de facteurs. J'en ai identifié 3 pour le moment, mais je voudrais rajouter d'autres facteurs qui vous aideront peut-être à mieux comprendre aussi ce qui se passe. Si vous prenez l'ensemble du Moyen-Orient, c'est-à-dire comprenant la Turquie et l'Iran, nous avons 3 grandes entités ethniques. Les Perses, les Turcs, les Arabes. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup de nuances à faire. Nous avons, dans les sociétés arabes, sont des sociétés qui sont restées mixées. Il y a les Amazighs au Maghreb, et il y a les Kurdes au Mashrek. Et qui plus est, aujourd'hui, cette confusion entre arabité et islam est une confusion aussi qui amène à énormément de délire. Il ne faut pas oublier, les Arabes sont 350 millions, donc y compris Kurdes, Amazighs, etc., sur 1,5 milliard de musulmans. Et cette confusion permanente entre nationalité et religion est quelque chose de terrible. C'est d'ailleurs un modèle qu'on applique aussi, par exemple, au judaïsme. Jusqu'à présent, on considère qu'appartenir à la confession juive, c'est une forme de nationalité. Et je déplore les dérapages de vocabulaire en France. Quand on dit les juifs de France, on ne dit plus les maghrébins en France, on dit les musulmans de France. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ça n'est que des demi-citoyens, au mieux, hein, ça n'est même pas des citoyens. C'est des vocabulaires qui
passe comme ça. De même que quand on cesse de dire l'organisation terroriste qui se dénomme État islamique, ou qui prétend se dénommer... Non, l'État islamique, alors aujourd'hui, c'est martelé tout le temps, donc oui, il y a l'État islamique. Pourquoi pas, hein, finalement. On voit d'ailleurs certains journalistes complaisants qui ont même écrit que les zones tenues par le fameux État islamique sont plus démocratiques que le régime en place. Alors qu'on coupe la tête de toutes les minorités et qu'on sait ce qui est fait aux femmes dans ces zones. Mais c'est tout à fait extraordinaire. On est toujours dans cette dynamique. Il fallait réislamiser les sociétés arabes. Pourquoi fallait-il réislamiser les sociétés arabes? Parce que la jeunesse arabe des années 50 et 60 était de plus en plus attirée par le modèle de l'Union soviétique, par le marxisme, et que cela a affolé notamment les États-Unis d'Amérique. Et dans la mesure, je reviens aussi à ce fait que je voulais vous signaler, dans la mesure où, si vous voulez, il y a une nation perse, qui a des racines profondes, il y a les Turcs, et qui ont subsisté malgré tous les assauts des colonialismes les plus divers qu'ils ont subis. Les Arabes, eux, en revanche, n'ont pas pu se constituer en nation. Alors, ils ont brillé de tout leur feu après l'arrivée de la prophétie coranique. Pendant 3 siècles et demi, il y a eu successivement l'Empire omeyyade, qui est arrivé jusqu'en Espagne, jusqu'en Andalousie, et puis l'Empire abbasside. Mais à partir du Xe siècle se passe ce phénomène qui a été très peu analysé, même par les plus grands savants de la région du Moyen-Orient. Les Arabes disparaissent de l'histoire. Le pouvoir dans l'Empire abbasside, il est pris par les gardes prétoriennes d'esclaves turcs et perses. Et finalement, le calife devient juste une figure symbolique, il n'a plus de pouvoir. Et l'Empire abbasside se scinde en différentes entités qui vont prendre des couleurs très diverses. D'ailleurs, le droit musulman accepte très bien le fait qu'il n'y a plus vraiment de califat. Et il y a beaucoup d'œuvres de juristes musulmans qui disent oui, bon, il peut y avoir... Le vrai califat n'existe pratiquement pas. C'est un peu comme une cité de Dieu. Il faut reconnaître les différentes entités qui se sont constituées. Donc les Arabes vont passer sous la domination ottomane à partir du début du XVIe siècle. Avant, ils ont été sous des régimes mamelouks, des Turcs. Au Maghreb, vous avez le Maroc qui va pouvoir conserver une semi-autonomie, une constitution socio-économique assez forte. Le Maroc garde une certaine personnalité, mais vous prenez la Tunisie, vous prenez l'Algérie, vous prenez la Libye, aussi, ça devient des provinces ottomanes, et évidemment toute l'autre partie devient aussi province ottomane. Et si vous voulez, pour expliquer la crise des sociétés arabes actuelles, ce phénomène est très important parce que ça veut dire que les sociétés arabes ne se sont plus gérées elles-mêmes depuis le Xe siècle. Et qu'elles ont été gérées par d'autres. Donc il n'y aura pas eu d'accumulation de savoir, d'accumulation de connaissances. Si nous prenons la Turquie moderne, elle a quand même hérité des empires turcs qui l'ont précédé, l'empire seldjoukide au XIIIe siècle, et puis l'empire ottoman au XVIe siècle. Et donc l'empire s'effondre, mais on voit Mustafa Kemal, merci, qui parvient à reconstituer les débris de l'armée ottomane en Beyrouth et puis à chasser les troupes alliées après la Première Guerre mondiale. Françaises, anglaises, grecques et italiennes. Et au moment, à la fin de la Première Guerre mondiale, le président américain Wilson fait cette déclaration tonitruante sur le droit des peuples à l'autodétermination, dans ces fameux 18 points.
pour les Français et les Anglais, pas question de la mettre en application. Ils se partagent, en réalité, l'ensemble des sociétés arabes tombent sous leur coupe. À partir de 1919, il n'y a plus une société arabe qui n'échappe pas à la domination coloniale britannique ou française, et pour la Libye, la domination italienne, qui a d'ailleurs été particulièrement rude. L'Algérie aussi, colonisation d'un peuplement, et puis la fameuse déclaration de Balfour, document complètement surréaliste, où le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, en 1917, qui n'est même pas encore puissance occupante de la Palestine, s'adresse à une notabilité de la communauté anglaise juive, Lord Rothschild, et lui dit « je m'engage », alors qu'il n'y a pas de lettre de Lord Rothschild, de qui que ce soit, demandant à la Grande-Bretagne de s'engager. « Je m'engage à créer un foyer national juif en Palestine », et le ministre Balfour rajoute « étant entendu qu'il ne sera pas touché aux droits civils et religieux de la population locale. » Ah oui, et les droits politiques, elles sont passées à perte et profit. C'est les droits civils et les droits religieux. Et on voit que jusqu'aujourd'hui, la déclaration de Balfour s'applique avec une force tout à fait extraordinaire, que l'État d'Israël est un État complètement au-dessus des lois. Le droit international ne s'applique pas à lui. C'est la seule armée où parfois on l'entend dire qui est occupante, qui a un soldat assassiné. Quand une armée occupe un territoire qui n'est pas le sien, comment peut-on dire le soldat est assassiné? Le soldat de la puissance occupante est tué par les occupants, par les occupés. Dans le moindre des droits est de se défendre. C'est extraordinaire. Cette expression de soldat israélien assassiné, je trouve ça hallucinant. Et ça passe, ça rentre dans le vocabulaire. Donc, nous avons ces mandats français et britanniques, et on dispose sur le plan historique d'un document extrêmement intéressant. Comme les Américains, le gouvernement américain, le président Wilson n'était pas content de voir que les Français et les Anglais s'accaparaient tout le Moyen-Orient, zone stratégique, tout le Moyen-Orient arabe, il envoie une mission de professeurs d'université. On va appeler la mission King et Crane, c'était les deux, le président et le vice-président de cette commission, des universitaires reconnus, pour voir quel était le vœu des populations arabes. Un document que j'ai longuement analysé dans l'ouvrage L'Europe et l'Orient, dans lequel, à une exception près, ils sont unanimes, les professeurs d'université, à dire dans l'ensemble, toutes les notabilités que nous avons rencontrées réclament la constitution d'un royaume arabe unifié, partant du Hejaz, de la Mecque et de Médine, et s'étendant à tout le bassin syro-mésopotamien. Et ils ajoutent, quant à la Palestine, au cas où véritablement la déclaration de Balfour soit mise en application, cela va amener à des séries de violences qui seront interminables, et il est urgent de mettre fin à ce projet. D'ailleurs, le seul professeur qui a une opinion dissidente, c'était à cause de cette phrase. Et en réalité, bon, vous avez une balkanisation. Les sociétés arabes sont coupées en toutes petites entités, ou grandes entités, bon, l'Égypte. C'est les différences de dimension géographique, de dimension démographique et de ressources naturelles qui font que vous avez un ensemble hétéroclite d'États, et les uns qui vont être monarchiques, comme ils étaient tous monarchiques et puis ils vont devenir républicains. Les révolutions républicaines arabes se sont faites le mois de juillet,
Et c'est pas un hasard, une des révolutions en Irak s'est même faite un 14 juillet, celle d'Égypte s'est faite le 20 juillet. Et à ce moment-là, la première préoccupation, après les coups d'État, c'est de réparer le tort qui a été fait aux Palestiniens. Et le grand nationalisme arabe des années 50 et 60, c'était deux choses, c'était la Palestine, l'unité arabe, et troisièmement, le développement économique. Et durant toute cette période, personne ne parlait de religion. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que le mouvement des non-alignés, qui a regroupé tous les pays décolonisés, et avec Nasser, président de l'Égypte, Tito, président de Yougoslavie, et Nehru des Indes, étaient les grandes personnalités, ce mouvement n'a jamais parlé de religion. Il avait des revendications qui n'avaient aucune couleur religieuse. Il voulait la justice économique internationale, il voulait le développement accéléré, et il voulait que les deux grandes puissances les laissent tranquilles. C'était ça le mouvement des non-alignés. Et malheureusement, dans tous ces efforts qui ont été américains et européens de réislamiser le monde arabe pour justement c'est un complot, ma voix. Voilà, ça y est. J'aurais dû prendre de l'homéobox. Dans les efforts de réislamiser ces sociétés arabes, on va pousser l'Arabie saoudite, le Pakistan de nouveau et le Maroc à créer l'organisation de la conférence des États islamiques. On va donc islamiser les questions du tiers-monde, surtout vu le nombre d'États dont les sociétés a été créée en 1970 à peu près, 71. On va créer en 1974 la Banque de développement islamique. On va commencer à ouvrir des banques islamiques. Aujourd'hui, on en est à faire des Barbies islamiques, à faire des montres islamiques qui sonnent la prière. On ne sait pas où ça va aller, c'est assez incroyable. Alors les Barbies islamiques, évidemment, c'est les poupées pour les enfants, mais qui ont l'habit dit réglementaire. Donc on est dans cette course à réislamiser, et c'est à ce moment d'ailleurs que l'Arabie saoudite, qui prend le leadership d'un regroupement d'États islamiques, qui va faire la concurrence au mouvement des non-alignés, qui va faire aussi la concurrence à la Ligue des États arabes, qui est sous emprise du nationalisme arabe, qui est progressiste, qui est socialiste, et va devenir l'enceinte la plus importante. Elle ne va éviter aucun conflit entre pays, d'ailleurs, arabes ou pays musulmans. On va avoir la guerre Irak-Iran, qui est une guerre terrible. On aura beaucoup d'autres guerres aussi, qui concernent des sociétés musulmanes. On aura la guerre de sécession des Bengalais du Pakistan, ce qui prouve, là aussi, qu'il ne faut pas confondre religion et nationalité. Les Bengalais ont tenu à retrouver leur culture propre de Bengalais. Et donc le Pakistan a perdu la moitié de son territoire d'un coup. Et à ce moment-là, on va avoir une exportation de la doctrine wahhabite, qui est un islam très puritain, et on va voir apparaître les premières aberrations dans le monde académique qui fait de l'orientalisme, c'est-à-dire que le premier prédicateur s'appelait Muhammad Abdel Wahhab, qui est né au XVIIIe siècle, au cœur de la péninsule arabique où il n'y avait aucune présence européenne ou coloniale. On va le mettre avec la série de grands réformateurs islamiques qui va venir au XIXe siècle. On a appelé d'ailleurs l'islam des Lumières. Une erreur fatale et majeure, d'autant que le wahhabisme a tellement été considéré comme une hérésie en islam
que le sultan ottoman a demandé au sultan d'Égypte, Mohammed Ali, d'envoyer son armée dans la péninsule arabique pour mettre à la raison l'alliance de la famille des Séoud avec le prédicateur Mohammed Abdel Wahab. Mais évidemment, une fois que l'Arabie saoudite a en main tout cet argent pétrolier, c'est le wahhabisme qui va avoir tendance à devenir la doctrine principale, va changer le visage de l'islam. Et très curieux d'ailleurs, parce que le type d'habillement ne viendra pas d'Arabie saoudite, mais il viendra du Pakistan. Parce que les théoriciens qui ont invoqué l'islam pour justifier la sécession des hindous, les Pakistanais sont des hindous, techniquement parlant, avec les hindous non musulmans, ont été extrêmement radicaux pour dire on ne peut pas vivre avec des non musulmans. D'ailleurs, Pakistan veut dire l'état des purs. Curieux, cette histoire. Et le wahhabisme va être d'autant plus exporté qu'on va avoir, la rivalité va se mettre en place avec l'Iran qui est désormais sous un régime mixte où vous avez le contrôle des religieux sur le pouvoir, mais bon, ça s'appelle république. Et c'est un pays dans lequel il y a un parlement, il y a des élections au suffrage universel, il y a un président de la République. Évidemment, ce n'était pas pour plaire à l'Arabie saoudite et à toutes les monarchies du Golfe à l'époque. Donc, on va avoir cette rivalité qui va s'enfler énormément, jusqu'à aujourd'hui faire une clé d'explication unique. Ah, vous savez, c'est un problème entre les sunnites et les chiites. Bon, comme en Iran, il y a aussi 30% de la population est sunnite, ça personne ne le dit, hein, et que l'Iran était à l'origine entièrement sunnite, et que la conversion au chiisme a été aussi une manipulation pour mieux résister à l'Empire ottoman, qui essayait de s'emparer de la monarchie perse. Aujourd'hui, on a dans l'instrumentalisation justement du religieux, clé d'explication unique, c'est les sunnites contre les chiites. Alors moi souvent, je demande à mes interlocuteurs, je leur dis, mais dites-moi, quand il y avait le Shah d'Iran, qui avait aussi une politique régionale d'affirmation de la personnalité de la puissance de l'Iran, mais évidemment qui avait de bonnes relations avec Israël, personne ne disait que l'Iran était chiite, ça n'existait pas. Hein. C'est à partir du moment où l'Iran a pris une position en faveur des droits des Palestiniens qu'on a dit « Ah, mais là c'est les chiites ». Et on a commencé à diaboliser, démoniser l'Iran. Et plus l'Iran d'ailleurs perdait le caractère premier de violence qu'a eu la prise de pouvoir des religieux pour se normaliser à l'intérieur, et plus la démonisation était forte. Et donc nous arrivons à un moment où les vapeurs religieuses envahissent tout au Moyen-Orient. Tout n'est vu que par le prisme des identités religieuses, en confondant identité religieuse et identité nationale, ou identité ethnique, ou identité culturelle. Et tout ça, alors, dans le cadre de cette théorie tout à fait débile de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Alors, c'est une théorie ahurissante qui prétend que les guerres idéologiques sont finies, les guerres nationales sont finies, c'est les civilisations qui vont s'affronter. En réalité, ce que veut dire Samuel Huntington, c'est que ce sont les grands blocs religieux qui vont s'affronter. Et l'ouvrage, évidemment, l'ouvrage complètement fou se termine par le scénario suivant. Il va y avoir une alliance entre l'islam et le bouddhisme qui va s'attaquer à l'Occident, qui va devoir être une forteresse qui doit se protéger.
Et le départ de cette guerre de civilisation, ce sera une bombe atomique lancée à partir d'Alger sur la ville de Marseille. Je ne sais pas pourquoi M. Huntington a visé les Marseillais, les pauvres, ou les Algérois. Mais malgré l'insondable bêtise de cet ouvrage, regardez la notoriété qu'il a acquis. C'est devenu la lecture obligée partout. Alors très souvent, je m'interroge aussi, peut-être que j'ai tort. Moi, personnellement, si j'avais été au jury de doctorat de M. Huntington, je me serais opposé à ce qu'il ait un doctorat avec un ouvrage pareil. Mais j'ai dit, bon, peut-être que j'ai tort, parce qu'il ne faut pas toujours être rationaliste, on le dit, etc. Peut-être que j'ai tort. Je vais voir où est le conflit de civilisation. Je regarde. Tous les gouvernements arabes sont alliés des États-Unis et de l'OTAN. Bon, le seul qui ne l'était pas, c'était la Syrie. Regardez ce qui lui arrive. Toutes les élites arabes envoient leurs enfants étudier en Europe, étudier aux États-Unis. Quant à l'autre catégorie de la population, les plus pauvres, est-ce qu'ils vont émigrer au Pakistan ou en Arabie Saoudite, là où régnerait la vraie loi de Dieu? Ils viennent en Europe. Ils rêvent d'aller aux États-Unis ou au Canada. Alors où est le conflit? Où est-ce qu'il y a un conflit de civilisation? Bon, alors c'est des actes terroristes, mais les actes terroristes. Alors qui les finance, qui les soutient? Et là on est dans le brouillard le plus total. Hein, on sait qu'il y a des membres de l'OTAN qui jouent un rôle important dans le soutien aux mouvances terroristes, et notamment la Turquie. Et que, bon, avec la thèse qu'a laissée George Bush de remodeler le Moyen-Orient, c'est une thèse qui fait beaucoup fantasmer. On va maintenant pouvoir redécouper le Moyen-Orient. On va faire un micro-État druze, un État yézidi, on va faire un État pour ceux qui restent de chrétiens au Moyen-Orient. Alors là, les imaginations enfiévrées, ressemblant à la cœur-joie, on fait des cartes, de cartes géographiques qu'on voit, on dit Saïx-Picot, c'est fini. Alors Saïx-Picot avait déjà balkanisé et tronçonné. Maintenant, tout le monde rêve de balkaniser ce qui est déjà balkanisé, une seconde fois. Bon, là, nous sommes en face d'un phénomène de délire aigu, mais si vous voulez, quand vous lisez comment a été fait la paix après la Première Guerre mondiale, c'était des hommes d'État qui ne connaissaient pas le pays en cause, qui avaient des cartes géographiques et puis qui traçaient au crayon, hein, ça c'est la Palestine, ça c'est la Syrie, ça c'est l'Irak, ça c'est le minuscule Koweït, hein, etc., etc. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous avez l'excitation des chancelleries, qui se frottent les mains, on va pouvoir réorganiser tout ce Moyen-Orient, parce qu'ils se sont eux aussi convaincus du truc de choc des civilisations, hein, alors que leurs meilleurs alliés, ce sont ceux avec qui ils pensent qu'ils sont en choc. Donc c'est une situation un peu compliquée, mais enfin, pas aussi compliquée qu'elle en a l'air, parce qu'au fond, on a trouvé que la meilleure façon de continuer de contrôler le pétrole du Moyen-Orient, de continuer d'affaiblir les puissances régionales qui pourraient être gênantes, et la meilleure façon pour qu'Israël puisse continuer d'être tranquille, c'est de continuer cette politique de destruction du tissu social des sociétés arabes. Moi, je pense que le Liban a été un champ d'expérimentation pendant 15 ans, quand on a eu entre 75 et 90, et que toutes les chancelleries aussi disaient on va faire un État druze, un État maronite, un État sunnite, un État chiite sur les 10 000 km² du Liban. Vous imaginez ce que ça aurait pu donner. Évidemment, la mauvaise surprise, c'est que les Libanais n'ont pas marché dans la combine. Et qu'après la guerre, le tissu s'est reconstitué. Et moi, je pense qu'il ne sera pas possible vraiment de faire d'autres micro-sociétés. En plus, c'est développé avec le temps des sous-nationalismes étatiques. C'est-à-dire que vous allez voir des Qataris qui vont avoir développé un nationalisme qatari. Vous allez voir des Koweïtiens, il faut voir les Koweïtiens, le nationalisme koweïtien. Et nous, si vous voulez, dans la littérature nationaliste arabe, déjà, il y a 50 ans, on dénonçait cette tendance
qui est un peu une tendance naturelle. À partir du moment où il y a un appareil étatique, se créent des intérêts acquis, et c'est très difficile de faire l'unité à ce moment-là entre tous ces pays. Mais beaucoup de personnes espèrent que le Moyen-Orient va être rebalkanisé, le Moyen-Orient arabe va être de nouveau rebalkanisé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce sombre tableau? Je ne veux pas non plus accaparer la parole, vous devez avoir des questions. J'ai essayé de donner des éléments explicatifs. Alors dans mon dernier ouvrage qui est Pensée et politique dans le monde arabe, j'explique que on ne peut pas attribuer à la pensée laïque arabe, qui est énorme, qui est très grande, qui est très importante. Et je rappelle notamment les œuvres majeures de penseurs arabes très influencés par le marxisme, dont évidemment plus personne ne parle, ou bien les œuvres de penseurs laïcs, et toute la littérature sur le nationalisme arabe aussi, ce que je montre, c'est qu'il y a une telle richesse et une telle variété de littérature arabe que de vouloir bloquer les structures de l'esprit arabe dans une théologie musulmane de type radical, qui est une nouveauté dans l'histoire de l'islam, qui est le wahhabisme, est une aberration complète. Mais là aussi, on a le problème des anthropologues aussi. Ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, mais cette espèce de désir de saisir les structures mentales d'une population qui est aussi un désir colonial. À ce moment-là, on pense qu'on va pouvoir manipuler, continue d'être très prégnant. Et donc, on a beaucoup parlé des structures mentales islamiques. On parle, il y a un islam insécable. On a reconstruit un homo islamicus, c'est-à-dire qui n'est qu'islamicus et rien d'autre. Et je pense que pour justifier aussi l'existence israélienne, dans un contexte tout à fait différent, on a construit aussi un homo hébraïcus qui justifie l'existence israélienne à partir de l'Ancien Testament. Et donc nous sommes en face aujourd'hui de ces confusions, ces vocabulaires en folie, évidemment la peur du terrorisme, qui sème le vent récolte la tempête. Et là aussi, bon, les structures logistiques sont connues. On a vu aussi là récemment l'armée turque qui a abattu un avion russe. En fait, la Syrie, c'est un champ de bataille mondial. Il faut vraiment espérer que ça ne débordera pas en guerre plus large. Mais ça n'a rien à faire avec les problèmes des droits de l'homme en Syrie ou quoi que ce soit. C'est une guerre à plusieurs étages. Et vraiment, il faut essayer de dégonfler tous les mythes. Parce qu'on a pu entendre les pires aberrations, que c'était le gouvernement syrien qui avait créé Daesh, alors que d'abord Daesh s'est créé en Irak sous l'occupation américaine. On a entendu n'importe quoi. Ne parlons pas des histoires sur les armes chimiques, sur ceci, sur cela. À Montpellier, avant-hier soir, avant-hier soir, il y a une dame qui m'a dit non, mais nous devions intervenir en Syrie, c'est ce devoir moral. Je lui ai dit, mais est-ce que madame, la France a-t-elle été agressée par la Syrie quelque part ou par le gouvernement syrien? Si c'est les droits de l'homme, intéressez-vous aux droits de la femme aussi, et notamment l'Arabie saoudite, par exemple. Il faut que ce devoir d'intervention humanitaire, pour l'amour du ciel, il faut mettre de l'ordre dans c'est pas possible. Et il faut absolument refuser la sélectivité dans l'application du droit international. C'est ce qui tue la notion même d'ordre international. Et c'est ce qui fait que, à tous les peuples qui ont pu être victimes de ces interventions occidentales, c'est une énorme farce, le droit international. Et donc, il faut ramener un peu de rigueur, ou alors on va continuer avec des médias qui sont de plus en plus fous, avec des censures médiatiques, sur l'islam politique. Pourquoi on en parle constamment? Mais parce que c'est devenu un business académique et médiatique. Le nombre d'ouvrages qui vous répètent la même chose toute la journée sur l'islam. Un certain islam, tel qu'il est exporté par le wahhabisme, il n'y a que 3 noms qui sont tout le temps cités, qui reviennent
toujours, c'est le nom du Pakistanais Mawdoudi, du frère musulman égyptien Sayyid Qutb, et le troisième, c'est le vieux juriste du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah, qui a fini sa vie en prison parce que le sultan estimait qu'il était trop fanatique. Donc ces trois noms, alors qu'il y a des milliers et des milliers de juristes musulmans de toutes sortes d'écoles de pensée, de toutes les ouvertures possibles et imaginables, dans toute la littérature qu'on vous fourre toute la journée, sous des chapeaux universitaires, en plus souvent, trois noms. Il n'y en a pas d'autres. Dans mon dernier ouvrage, et je vais conclure, le nombre de cheikhs qui sont sortis de l'Azhar ou d'autres grandes institutions comme la Zaytoun en Tunisie, qui ont réformé, quand on vous dit qu'il faut réformer l'islam, et l'islam a été réformé, et depuis longtemps. Mais c'est qu'on a annulé la réformation qui s'est faite depuis le début du XIXe siècle, au profit de l'installation du wahhabisme, grand allié des États-Unis. Et là, vraiment, moi, ça me fait beaucoup de peine. J'entends beaucoup d'amis musulmans, etc., qui ont même perdu la mémoire de tout ce qui a pu se faire et se dire en matière de réforme. On a perdu la mémoire du fait que le féminisme en Égypte a fleuri avant le féminisme en France. Mais c'est extraordinaire, des hommes comme des femmes. On oublie que les 4 plus grands esprits du 19e et du début du 20e siècle sont sortis de l'Azhar. Vous avez le dernier en date que je cite toujours, c'est Tahar Hussein. Je n'ai pas le temps de rentrer dans... Mais pensez que cet homme était d'un milieu pauvre, aveugle. Il va se hisser au plus haut degré de la science à une époque où il n'y a même pas les moyens de lecture braille, etc. Il va venir en France, il va avoir son doctorat à Montpellier. C'est quelque chose, c'est phénoménal. Vous prenez le premier des azharistes aussi que je décris, qui est Tahtawi, qui est envoyé par Muhammad Ali en 1826 en France à la tête d'une délégation de l'Azhar, justement, pour étudier les causes de la prospérité du royaume de France. Il va apprendre le français, il va revenir avec un ouvrage assez considérable, qui est le compte-rendu de son voyage en France. Je crois qu'une partie a été traduite en français, mais personne ne le sait même. Une partie de ce voyage a été traduite, ça s'appelle L'Or de Paris. Et alors, il a cette phrase extraordinaire dans laquelle il dit, vous savez, j'ai été en France, qui n'est pas un pays musulman, mais j'y ai rencontré beaucoup de musulmans parce qu'ils sont très actifs dans les sciences, dans la recherche, dans l'amélioration du statut de la femme, etc. Et il dit, par contre, en Égypte, qui est une vraie société musulmane, je ne trouve pas plus de musulmans. Ensuite, va venir le cheikh Mohammed Abdou, qui lui va réouvrir les portes de l'exégèse du Coran et des jurisprudences. Et alors, ça va être une véritable révolution dans le droit coranique lui-même, qui est entièrement modernisé, qui accepte de se moderniser. Après lui, vous avez un autre cheikh extraordinaire qui s'appelle Ahmed Amin, qui sort aussi de l'Azhar. Si vous lisez ses mémoires, c'est un document mais absolument exceptionnel, alors qui lui donne qu'est-ce qu'est un esprit arabe. Hein, parce que Ahmed Amin, après qu'il ait terminé ses études, va être nommé imam d'une petite mosquée à Alexandrie. Il s'ennuie beaucoup. Alors il décide d'apprendre l'anglais. Au bout de 2 ans et demi, il commence à bien posséder l'anglais. Et dans ses mémoires, il dit « J'ai alors réalisé que jusque-là, tant que je ne connaissais que l'arabe, j'étais borgne. Quand j'ai appris l'anglais, j'ai vu le monde avec les 2 yeux. » Donc regardez ce type de conscience culturelle forte. Et puis le dernier, ça va être Ali Abdelrazek en 1925. Il fait un livre retentissant qui s'appelle L'Islam et les fondements du pouvoir. Évidemment, on l'a fait disparaître des librairies, parce que dans ce livre, et par la méthode traditionnelle de jurisprudence islamique, et l'analyse très fine et très serrée du Coran, il dit, mais il n'y a rien dans le Coran qui donne des indications sur ce que doit être un régime politique.
et que toute l'institution califale est la création de l'homme, n'a absolument rien de sacré. Il va beaucoup plus loin, il dit aussi, quand on regarde le Coran, tout ce qui est prescriptif dans le Coran sur la conduite quotidienne, on termine toujours, mais Dieu est le plus miséricordieux, c'est-à-dire on n'allait pas appliquer à la lettre ce qui est dit, de même que, aussi dans beaucoup de versets, on dit c'est Dieu seul qui peut juger de la conduite des hommes. Quant à l'acceptation de la diversité du monde, j'aime toujours citer, il y a 3 versets du Coran que j'adore. Il y en a un qui dit « Nous vous avons créé tribus et peuples », c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas, au prophète, pour que vous appreniez à vous connaître. Bon, il peut aller se rendormir, M. Huntington, hein, et tous ceux qui disent « dialogue des civilisations ». Le deuxième verset, c'est celui qui dit « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique ». Donc Dieu a voulu la diversité du monde. Le 3e verset, c'est celui qui dit « Point de contrainte en religion ». Donc, moi je les cite toujours pour dire les slogans dont se parlent les terroristes sont évidemment des slogans faux, mais comme personne ne se donne vraiment la peine. Alors on peut vous prendre un verset du Coran ici ou là, mais si on ne le remet pas dans son contexte, si vous ne lisez pas dans les commentaires coraniques quelle a été la raison de la venue de tel ou tel verset du Coran, évidemment vous pouvez déformer et en faire ce que vous voulez. Hein. Ou alors vous justifiez du seul juriste vraiment complètement radical qui est Ibn Taymiyyah, et qui aujourd'hui devient la pensée dominante parce que dans toutes les mosquées, partout. Donc voilà, c'est une triste histoire, c'est une histoire pas simple. J'espère que la France ne souffrira plus du terrorisme. Mais je pense que ce qui est très grave, c'est de répéter le vocabulaire bouchien. Le terrorisme, on le vainc par des moyens de police. On ne déploie pas des armées. Quand George Bush a été envahir l'Afghanistan et puis l'Irak, au prétexte des événements dramatiques de septembre 2001, il n'a fait que multiplier le terrorisme par 10 000. Si on avait consacré 1/10 des sommes dépensées sur le militaire, au déploiement des armées, à renforcer les moyens de police et à bien s'assurer que les alliés des États-Unis locaux mettent un bémol à leur réislamisation du monde arabe, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, on a le même vocabulaire. Oussama Ben Laden, sa publicité lui a été faite par George Bush Jr., qui en parlait tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, Daesh, qui fait la publicité de Daesh? Les gouvernements, de nouveau, y compris ceux qui peuvent en être victimes. À force de dire on part en guerre contre Daesh, imaginez toute une jeunesse arabe complètement dépouillée de tout, qui n'a plus rien, qui se trouve en Irak, ou qui se trouve en Syrie, ou qui se trouve en Libye. Ils disent « Ah, mais ça, Daesh, j'y gère, ça, c'est des hommes, on va aller rejoindre leurs rangs. » Il faut ramener les choses à leur juste mesure. Et même Daesh, dans cette prise de pouvoir de la ville de Mossoul, et comment en 6-7 jours on s'empare de 40 000 km², là, on aurait beaucoup de choses à dire. Hein, ou alors il faut croire à des miracles, ce qui n'est pas possible, évidemment. Donc voilà, on est devant un paysage compliqué. La seule chose que je peux vous dire, c'est... Je sais que ce n'est pas une consolation, mais le genre de violence que vous avez connue à Paris, la violence que vous avez connue à Paris, nous vivons dedans depuis des années. En Irak, presque chaque jour, cette violence peut faucher jusqu'à 1000 personnes par jour. Hein. Au Liban, récemment d'ailleurs, on a précédé la France, hein, aussi bien avec Charlie Hebdo 2 jours avant que dans ce qui s'est passé le 13 novembre. Donc, pour nous, c'est pratiquement notre quotidien, dans toute cette zone du monde, cette violence. Et évidemment, pour arrêter cette violence, il faut mettre un peu plus d'intelligence à comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et personnellement, je pense que c'est dans les pays démocratiques qu'il faut du contrôle démocratique sur les politiques étrangères de ces puissances.
Et là, j'ai souvent l'impression que les citoyens ont totalement démissionné, que sur ce qui est des politiques étrangères, on ne demande pas de compte, mais vraiment pas de compte. Et c'est là, moi j'appelle toujours à un réveil citoyen qui permette, à ce moment-là, de faire de vraies pressions sur les gouvernements en place. Ou alors c'est que la démocratie, quelque part, ne marche plus très bien. Ou que la démocratie, ce que je n'aime pas, mais il y a quelque chose de vrai, démocratie, dans l'histoire, a rimé avec impérialisme. Depuis les anciens Grecs, jusqu'aux démocraties anglaises, françaises, ne parlons pas de la démocratie américaine. Alors il faut faire en sorte que démocratie ne rime plus avec impérialisme. Et merci.